Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 28 mars 2022. Alors, comme d'habitude, on va commencer la semaine par un point sur la clôture de vendredi avec des indices européens qui ont terminé pour la plupart en hausse la semaine dernière, mais d'un point de vue hebdomadaire, ces derniers se sont inscrits en territoire négatif, et pour cause, hein, bien entendu, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la hausse de l'inflation et les attentes de taux d'intérêt plus élevés qui pèsent sur le sentiment de marché. Alors, concernant les données dont nous avons pris connaissance récemment, notamment vendredi, il y a eu le climat des affaires en Allemagne, l'indice IFO qui a plongé à 90,8 en mars et c'est son plus bas niveau depuis 14 mois. C'est bien en dessous des estimations des analystes qui tablaient pour 94,2. Et ça reflète bien entendu l'impact de la guerre en Ukraine sur les attentes des entreprises. À Wall Street, l'ambiance était également mitigée. Le Dow Jones et le S&P 500 ont effacé leur hausse initiale. Le Nasdaq a perdu près de 0,40%. Et on va voir tout de même que le Nasdaq reste assez bien positionné d'un point de vue Ishimoku. On notera que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'économie américaine reste résiliente malgré la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a exprimé une opinion plus ou moins similaire lors de la dernière réunion de la politique monétaire. Mais malgré cela, les investisseurs commencent à parier sur une probabilité plus élevée que la Fed relève ses taux de 0,50% plutôt que 0,25% lors de sa prochaine réunion. Et en conséquence, les rendements du 10 ans américain sont passés au-dessus des 2,46%. C'est un niveau qui n'a pas été revisité depuis mai 2019. Les rendements du bond allemand à 10 ans ont bondi à 0,56%. C'est un plus haut depuis mai 2018. Et donc ces rendements obligataires qui continuent de profiter des déclarations de Jérôme Powell, qui a déclaré que la Fed pourrait, si besoin, donc agir de manière plus agressive pour lutter contre l'inflation, mais également un rapport de Citigroup qui prévoit 4 hausses de taux consécutives de 50 points de base, suivies de 2 hausses de 25 points de base. Concernant le marché des matières premières, beaucoup de choses. Nous sommes dans un contexte de baisse du dollar. D'un côté, il faut garder en tête aussi que le gaz naturel a progressé après que les États-Unis aient signé un accord sur le gaz, le LNG, avec l'Union européenne. Et donc, les États-Unis s'engagent à fournir 15 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié à l'UE cette année pour réduire la dépendance énergétique du bloc face à la Russie. On notera le Brent qui est revenu à 119 dollars à un moment, le WTI qui a testé les 114 dollars. On est en train de s'en éloigner. Mais ce qui a poussé les prix à la hausse, c'est une attaque des Houthis qui ont lancé des missiles sur les installations, des roquettes, pardon, sur les installations d'Aramco en Arabie Saoudite. Et on notera en parallèle que les États-Unis et leurs alliés discutent d'un éventuel déstockage coordonné de libération des stocks, des réserves stratégiques coordonnées pour aider à stabiliser les marchés pétroliers qui sont ébranlés par le conflit Russie-Ukraine. Mais à l'heure actuelle, concernant le pétrole, on observe une baisse considérable et ce n'est pas justement cette libération coordonnée des réserves stratégiques qui fait cela. On a une baisse de près de 4% du WTI et du Brent. Et pour cause, il y a eu un confinement imposé dans le principal centre financier industriel chinois, Shanghai. Il faut noter également que Shanghai est l'une des principales plaques tournantes du commerce chinois, mais l'activité commerciale pourrait ne pas être aussi affectée que cela, car les ports devraient rester ouverts. Mais donc c'est un autre centre économique important qui a été placé sous cloche, sous confinement, ce qui montre que le Covid devient incontrôlable en Chine. C'est un risque pour l'économie mondiale car un ralentissement en Chine est susceptible d'entraver l'activité économique dans d'autres parties du monde. Donc la moitié de Shanghai sous cloche jusqu'au début du mois d'avril et l'autre moitié donc sera mise sous confinement pendant 5 jours au début du mois d'avril. On notera également que
Mis à part le pétrole, les indices chinois et le cuivre ont également chuté d'environ 1% face à cette nouvelle. Donc c'est vraiment la nouvelle de ce début de semaine, hein, ce confinement de Shanghai qui vient, qui remet sur la table les craintes concernant le Covid, hein. Pour le moment, en Europe, ces craintes ne se matérialisent pas, mais ce qui pèse à l'heure actuelle, c'est l'impact sur l'activité économique. Ceci étant dit, bon, on notera que le calendrier économique, hein, est complètement dégarni aujourd'hui, donc pas de catalyseur de ce côté-là. Et on notera également une très belle hausse des crypto-monnaies, on va en parler également. On passe avant cela sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui vient se hisser au-dessus des 14 500 points en ce début de séance européenne. Alors tout l'enjeu ici, hein, en données journalières, c'est de franchir ce nuage. Est-ce qu'on va le faire aujourd'hui? Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est à partir de là que l'on pourrait estimer, que l'on pourrait envisager éventuellement un retour vers les précédents records. Alors, vous voyez ici, on avait parlé de cette figure en épaule-tête-épaule, hein. On a invalidé la cassure de la ligne de coup et on repart à l'attaque de celle-ci, hein. Ici, elle freine la hausse pour le moment, mais en tout cas, c'est cette figure en épaule-tête-épaule inversée qui nous avait laissé entrevoir un éventuel retour sur des records. On va ajouter Ishimoku, notre boussole, hein, vous voyez, on a un nuage ici en support. On est venu s'appuyer à 2 reprises sur ce nuage. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Le Nasdaq a intégré son nuage et on verra que le S&P 500 est beaucoup mieux positionné, hein, d'un point de vue Ishimoku. 14 700 points pour le Nasdaq, toujours en territoire de correction, hein. Pour s'extirper de ce territoire de correction, il faudra se hisser au-dessus des 15 150 points environ. Vous voyez, en données H4, hein, la hausse reste plus ou moins régulière, hein, et nous avons une résistance ici à franchir. S&P 500. Les perspectives sont bien meilleures concernant le S&P 500. On a un fort support aux alentours des 4500 points ici. On a franchi le nuage. On a une très belle marge pour la lagging span avant que celle-ci ne rencontre une faiblesse de nuage ici, un twist, hein. Vous voyez, là, le nuage est extrêmement faible et cela laisse présager un passage qui pourrait être facilité, passage de la lagging span, car les cours ont déjà fait le travail. Les cours sont déjà sortis par le haut du nuage et en données H4, hein, ici, nous avons cette résistance 4540 points. Il faudra se hisser au-dessus. Le Dow Jones, lui, également est très proche de franchir son nuage par le haut. Il y a tout de même un repli en ce début de séance européenne et en données H4, hein, on retrouve cette résistance des 34 760 points environ. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Donc pour résumer concernant les indices, hein, nous avons un S&P 500 qui est très bien positionné avec une lagging span qui a une marge de manœuvre. Donc des hausses pourraient être envisageables et on attend toujours, hein, des signaux concernant le S&P 500, concernant le Nasdaq qui doit sortir de son nuage et le Dow Jones qui doit également faire de même. Un Dow Jones qui est tout de même beaucoup plus proche d'y arriver que le Nasdaq. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Alors, vous voyez, hein, on a eu la sortie de la figure chartiste. Alors, visiblement, c'est parti. Visiblement, c'est parti. Sortie de la figure chartiste. Signal Ishimoku validé par la lagging span. Vous voyez, hein, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Visiblement, la percée haussière pourrait se poursuivre. Alors, on peut s'attendre éventuellement à un pullback sur la borne supérieure du triangle symétrique, hein. Donc, pour ceux qui ne sont toujours pas rentrés et qui souhaitent le faire, mieux vaudrait peut-être attendre, hein, un éventuel repli qui pourrait donc être suivi d'une reprise haussière. On a un bel objectif ici tout de même, 58 650 $. C'est la projection d'Osoda E, hein, de cette vague qui a été formée lors des débuts du triangle symétrique. En données H1, hein, donc vous voyez, hein, cette hausse pendant la nuit assez impressionnante qui nous a permis de nous éloigner considérablement des 44 800 $. Hein. Pardon, visiblement le changement d'heure ne m'a pas fait du bien. Alors, l'Ether,
c'est la même chose, hein, il n'y a pas de nuage à l'horizon. On a eu, un signal Ishimoku d'achat validé par la lagging span qui se désengage, une cassure de la bande supérieure, de la figure chartiste. Donc, visiblement et une projection de Soda, il est important de le signaler, à 4 400 $. Heu, Peut-être pullback également, sur, la borne supérieure de la figure chartiste qui correspond à l'heure actuelle à la Kijun. Donc vous voyez, hein, cela fait assez longtemps que l'on n'a pas testé à la Kijun, en tout cas depuis la reprise haussière, il n'y a pas eu de test de Kijun. Donc attention, hein, tout de même, ça on pourrait assister à un repli avant une reprise haussière. Donc la prudence reste tout de même de mise malgré tous ces signaux. Le mieux aurait été effectivement d'entrer aux alentours au-dessus du seuil psychologique des 3 000 $. Et là, peut-être qu'un repli serait opportun pour intégrer ce marché. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold. Le gold qui se replie fortement à l'heure actuelle, hein. On a un support à aller chercher à 1 920 $. Si ce support casse, on passerait sous les 1 900 $. Donc, prudence sur le gold. Ici, on a une projection de soda. Si on passe sous les 1895, elle sera annulée, hein. Donc, pour l'heure, ce n'est pas le cas. On a un nuage en support pour le moment. Donc, voilà, il faut rester prudent. Les perspectives haussières sont toujours d'actualité concernant le gold. Ici, c'est simplement, on le voit en données H4, un refus de sortir du nuage, hein. Vous voyez, au moment où il y avait une possibilité d'en sortir, le gold s'est effondré et a perdu près de 1,3%. Mais la lagging span est en train de tester à l'heure actuelle des obstacles. Une lagging span qui a également refusé d'intégrer le nuage. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le moment où les cours devaient sortir du nuage correspond au moment où la lagging span a tenté de l'intégrer. Et il y a eu donc un repli, un repli simultané des deux, hein, bien entendu, étant donné que la lagging span reflète les cours à la clôture. Le WTI, donc vous voyez ce repli de début de séance, hein, ce confinement de Shanghai met un coup dur, hein, au pétrole qui est de retour sur sa quille jaune. Plus intéressant de voir ici en données H4. Peut-être une petite figure en épaule tête-épaule, hein, ici. La ligne de coup serait aux alentours des 108,60. Très exactement le niveau que nous sommes en train de tester. En plus de cela, il y a un trou d'air. On pourrait céder encore 2,65% avant d'aller tester le nuage. Un twist qui est tout de même relativement serré ici. Mais il faut garder en tête, hein, cette figure, une petite figure en épaule tête-épaule. Alors je ne l'ai pas vérifiée en données H1, mais je présume qu'elle sera un petit peu plus belle en données H1. Effectivement, bon, elle est un peu plus claire en données H1. Mais en tout cas, ce confinement de Shanghai pèse sur les cours de l'or noir, sur les cours du WTI et du Brent. Le gaz naturel, lui, 5,620, on s'est hissé au-dessus du sommet du 2 février. Et maintenant, tout l'enjeu est de se hisser au-dessus du retracement de Fibonacci à 78,6%, soit les 5,850 environ. Et c'est tout ce qu'il y a à noter, peut-être ici, hein, ce repli du copper qui est en pullback sur cette précédente oblique baissière. Mis à part cela, rien d'autre à signaler sur le compartiment des matières premières en passant plus tarder sur le marché d'échange. Très intéressant, cette poussée haussière du billet vert qui entraîne l'euro-dollar à la baisse, un euro-dollar qui pourrait aller chercher les 1,0850 si on parvenait à franchir cette résistance ici qui avait freiné les hausses au début du mois de mars. Ici, on le voit en données H4, hein. On avait on a franchi l'oblique baissière qui reliait les différents sommets. Et donc cela pèse sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait chercher, donc on a dit les 1,0850 ici, ce sont les creux du début du mois de mars. Donc un biais vert vigoureux qui vient peser sur l'euro-dollar à 1,0950 qui pourrait aller chercher les 1,0850. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite
un très bon début de semaine, une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Et je l'espère pour ceux qui seront disponibles sur Paris cette semaine, je vous donne rendez-vous vendredi hein, pour le salon. Nous serons présents à ce salon et donc personnellement, hein, je ferai un Good Morning Market en direct, en début de salon, et donc une présentation, la traditionnelle présentation Ishimoku. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.